Bonsoir. La nuit s'installe autour de vous, lente et silencieuse, une nuit qui invite à l'immobilité, au relâchement progressif, à cette frontière douce entre veille et sommeil. Installez-vous confortablement, laissez votre respiration trouver son rythme, sentez votre corps qui s'alourdit doucement, les tensions qui se dissolvent une à une. Ce soir, nous allons explorer ensemble un phénomène étrange, un mystère qui se déroule à chaque instant dans l'ombre de votre conscience, quelque chose que vous connaissez intimement sans jamais y avoir vraiment prêté attention. Les pensées fantômes. Ces idées qui surgissent sans qu'on les appelle, ces images qui traversent l'esprit comme des reflets sur l'eau, ces fragments de mots qui s'assemblent tout seuls, ces intuitions qui émergent du silence intérieur. D'où viennent-elles, ces pensées sans auteur apparent, ces murmures du mental qui semblent naître de nulle part, comme si une autre part de vous pensait à votre place, dans les coulisses de la conscience. Nous allons nous pencher doucement sur ce mystère, explorer les mécanismes invisibles de l'esprit, comprendre comment le cerveau fabrique des pensées que nous ne fabriquons pas, ou du moins pas consciemment. Laissez-vous porter par ce voyage intérieur, et si le sommeil vient vous chercher en chemin, accueillez-le sans résistance. Les phénomènes sans auteur. Il existe un paradoxe étrange au cœur de notre expérience mentale. Nous pensons, mais nous ne décidons pas toujours de penser. Les pensées arrivent, surgissent, s'imposent parfois, comme si elles venaient d'ailleurs, comme si une instance invisible les générait dans l'ombre avant de les déposer dans la lumière de notre conscience. Vous êtes peut-être en train de vous endormir, votre esprit commence à dériver et soudain, une image surgit, le visage d'une personne que vous n'aviez pas pensé à revoir, un souvenir d'enfance que vous croyiez oublié, une mélodie qui se met à jouer toute seule dans votre tête. Vous ne l'avez pas convoquée, cette pensée, elle s'est présentée d'elle-même, un invité qui entre sans frapper. Les neuroscientifiques appellent cela le réseau du mode par défaut, ce système neuronal qui s'active quand l'esprit n'est engagé dans aucune tâche précise, quand l'attention se relâche, quand la conscience flotte librement. Ce réseau connecte plusieurs régions du cerveau, le cortex préfrontal, médian, le cortex singulaire postérieur, les régions pariétales, toutes ces zones qui s'allument ensemble quand vous rêvassez, quand vous vous remémorez le passé, quand vous imaginez l'avenir. Et dans cet état de veille passive, les pensées émergent spontanément, sans effort, sans direction consciente. Mais d'où viennent-elles exactement ? Le cerveau n'est jamais vraiment au repos, même quand vous ne faites rien, même quand vous fixez un point dans le vide, même pendant que vous glissez vers le sommeil, l'activité neuronale continue, incessante, créant des patterns, faisant des connexions, assemblant des fragments d'informations. Votre mémoire contient des milliards d'éléments, des images, des sons, des sensations, des mots, des concepts, tous interconnectés dans un vaste réseau d'associations. Et dans ce réseau, l'activation se propage, une idée en éveille une autre, un mot en appelle un autre, une image en convoque une autre, selon des chemins que vous ne contrôlez pas, selon une logique qui vous échappe. C'est ce qu'on appelle l'activation diffuse. Quand vous pensez à un concept, disons océan, cette pensée active automatiquement tout un ensemble d'idées associées, vagues, bleu, sel, profondeur, horizon, bateau. Et ces associations activent à leur tour d'autres associations, créant une cascade invisible, une réaction en chaîne qui se déploie sous la surface de la conscience. Parfois, l'une de ces associations émerge assez fort pour franchir le seuil de l'attention, et vous vous retrouvez à penser
à un voyage au bord de la mer sans avoir décidé d'y penser. Il y a quelque chose de fascinant dans cette passivité, l'impression d'être spectateur de son propre esprit. Certains philosophes ont longtemps considéré que la pensée était l'essence même de l'identité. « Je pense donc je suis », disait Descartes, comme si penser était l'acte le plus volontaire, le plus personnel, le plus authentiquement nôtre. Mais l'expérience quotidienne suggère autre chose. La plupart du temps, nous ne pensons pas activement. Nous assistons à nos pensées, nous les regardons défiler, comme des nuages dans un ciel intérieur. Les traditions méditatives le savent depuis longtemps. Dans la méditation de pleine conscience, l'un des premiers enseignements est celui-ci. Observer les pensées sans s'y identifier, reconnaître qu'elles surgissent spontanément, qu'elles ne sont pas vous, qu'elles traversent simplement l'espace de votre conscience. Cette observation révèle quelque chose de troublant. L'esprit produit des pensées continuellement, même quand vous essayez de le calmer, même quand vous tentez de ne penser à rien. Les pensées continuent d'apparaître, comme des bulles remontant à la surface d'un lac profond. Et parfois, ces pensées sont étranges, déconcertantes. Une image violente qui surgit sans raison, un souvenir gênant qui refait surface, une peur irrationnelle qui s'impose, une phrase absurde qui se répète. D'où viennent ces intrusions mentales ? Les psychologues parlent de pensées intrusives, ces contenus mentaux non désirés qui s'imposent à la conscience, contre notre volonté. Presque tout le monde en fait l'expérience. Des études montrent que plus de 90% des gens rapportent avoir des pensées intrusives occasionnelles. La plupart du temps, ces pensées sont brèves, sans conséquence. Elles passent aussi vite qu'elles sont venues. Mais leur simple existence pose une question fondamentale. Si nous ne contrôlons même pas ce qui entre dans notre conscience, sommes-nous vraiment maîtres de nos pensées ? La réponse semble être « pas autant que nous le croyons ». Une grande partie de notre activité mentale se déroule en dehors de notre contrôle conscient, dans les profondeurs du cerveau, où des processus automatiques génèrent sans cesse des signaux, des patterns, des ébauches de pensée. Et parfois, l'une de ces ébauches émerge à la surface, devient suffisamment intense pour capturer l'attention, et nous la vivons comme une pensée, notre pensée, alors qu'elle vient d'un processus qui nous échappe entièrement. C'est un peu comme si le cerveau était un orchestre jouant constamment, et que la conscience n'était qu'un microphone capturant quelques notes par-ci par-là, les plus fortes, les plus saillantes, mais jamais l'ensemble de la symphonie. Cette découverte peut être déstabilisante, mais elle peut aussi être apaisante. Comprendre que les pensées surgissent spontanément, qu'elles ne sont pas toujours significatives, qu'elles ne définissent pas qui nous sommes, cela peut alléger le poids qu'on leur accorde. Une pensée désagréable n'est qu'un événement neural, un pattern passager, pas une vérité, pas une intention, juste un phénomène, un fantôme qui traverse l'esprit. Et maintenant, alors que vous vous enfoncez plus profondément dans le repos, peut-être commencez-vous à remarquer ces pensées fantômes dans votre propre esprit, ces fragments qui dérivent, ces images floues, ces mots qui se forment et se défont, cette activité silencieuse qui continue même pendant que vous écoutez ces mots. Laissez-les passer, sans vous y accrocher, sans les juger, elles ne sont que des vagues sur l'océan de votre conscience. Les micro-gestes du cerveau. Si vous pouviez observer votre cerveau en temps réel, vous verriez quelque chose d'extraordinaire. Des milliards de neurones s'allumant et s'éteignant, des vagues d'activité électrique parcourant le cortex, des cascades chimiques se déclenchant à chaque milliseconde, une chorégraphie d'une complexité vertigineuse. Et tout cela sans que vous en ayez la moindre conscience. Votre cerveau effectue des milliers d'opérations chaque seconde, des calculs, des comparaisons, des prédictions, des ajustements, la plupart totalement invisibles à votre expérience consciente. Ces opérations sont ce qu'on pourrait appeler les micro-gestes du cerveau, les processus infimes et rapides
qui sous-tendent toute notre vie mentale. Prenons un exemple simple. Vous êtes en train d'écouter ces mots. Les sons arrivent à vos oreilles, sont convertis en signaux électriques, transmis au cortex auditif, décomposés en phonèmes, assemblés en mots, associés à des significations. Tout cela se produit en une fraction de seconde, sans effort conscient, automatiquement. Vous ne décidez pas de comprendre, vous comprenez simplement, parce que votre cerveau fait tout le travail en arrière-plan. C'est ce qu'on appelle le traitement préconscient. Une immense partie de l'activité cérébrale se déroule avant que quoi que ce soit n'atteigne la conscience. Le cerveau analyse, filtre, interprète, prépare, et ce n'est qu'à la fin de ce processus que quelque chose émerge dans l'expérience consciente. La conscience, c'est un peu comme la partie visible d'un iceberg. Ce que vous percevez n'est qu'une fraction infime de ce qui se passe réellement. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose de fascinant. Quand vous prenez une décision, même une décision qui vous semble parfaitement consciente et volontaire, votre cerveau a déjà commencé à préparer cette décision plusieurs secondes avant que vous en ayez conscience. Des expériences célèbres menées dans les années 80 par Benjamin Libet ont révélé ce phénomène troublant. On demandait aux participants d'effectuer un geste simple, bouger le poignet, à n'importe quel moment de leur choix, et de noter précisément l'instant où ils avaient décidé de le faire. Pendant ce temps, des électrodes enregistraient l'activité cérébrale. Ce qu'ils ont découvert, c'est que le cerveau commençait à préparer le mouvement environ 300 millisecondes avant que la personne ait conscience d'avoir pris la décision. 300 millisecondes, c'est court, mais c'est une éternité à l'échelle neuronale. Cela signifie que votre cerveau décide avant que vous ne décidiez, ou du moins avant que vous en ayez l'impression. La volonté consciente, ce sentiment d'être l'auteur de vos actes, pourrait être en partie une illusion, une reconstruction rétrospective, une histoire que le cerveau se raconte à lui-même. Cette découverte a suscité d'intenses débats philosophiques. Si le cerveau décide avant la conscience, avons-nous vraiment un libre arbitre ? Sommes-nous réellement maîtres de nos choix ? Ces questions restent ouvertes, complexes, sans réponse définitive. Mais ce qui est certain, c'est que la conscience n'est pas le centre de commandement qu'on imaginait. Elle est plutôt un observateur, un narrateur qui commente ce qui se passe, mais ne le contrôle pas entièrement. Ces micro-gestes du cerveau sont partout. Quand vous lisez, vos yeux effectuent des saccades rapides, des mouvements brusques d'un mot à l'autre, mais vous ne les ressentez pas comme des mouvements. Vous avez l'impression d'une lecture fluide et continue. C'est parce que votre cerveau édite votre expérience. Il supprime les moments de transition. Il comble les blancs. Il crée une illusion de continuité. Quand vous regardez un visage, votre cerveau analyse instantanément des centaines d'indices, la symétrie, les proportions, les micro-expressions, et en quelques millisecondes, sans que vous en ayez conscience, il génère une impression globale, sympathique ou méfiante, familière ou étrangère. Cette impression vous semble immédiate, intuitive, mais elle est le résultat d'un calcul complexe effectué dans l'ombre. Même le langage, cette capacité si intimement liée à la pensée consciente, repose sur des automatismes profonds. Quand vous parlez, vous ne choisissez pas consciemment chaque mot. Ils viennent, s'assemblent, se forment en phrases, presque par eux-mêmes. Essayez de ralentir ce processus. Essayez de choisir délibérément chaque mot avant de le prononcer. Vous verrez à quel point c'est difficile, maladroit. Le flux naturel est interrompu. C'est parce que le langage est en grande partie automatique, géré par des régions cérébrales qui travaillent en dehors de l'attention consciente, générant des structures grammaticales, sélectionnant le vocabulaire approprié, tout cela sans que vous ayez à y penser. Ces processus automatiques sont incroyablement efficaces. Ils permettent au cerveau de traiter une quantité phénoménale d'informations,
de réagir rapidement, de s'adapter en temps réel, sans surcharger la conscience. Parce que la conscience, elle, est lente, limitée, elle ne peut traiter qu'une chose à la fois, quelques éléments saillants. Si tout devait passer par la conscience, si vous deviez décider consciemment de chaque mouvement, de chaque pensée, de chaque mot, vous seriez paralysé, submergé. Alors le cerveau a développé des raccourcis, des automatismes, des processus qui fonctionnent tout seuls, libérant la conscience pour les tâches qui nécessitent vraiment de l'attention. Et ces automatismes génèrent aussi des pensées fantômes, des associations qui se forment spontanément, des intuitions qui émergent sans raisonnement explicite, des sentiments vagues qui colorent votre perception, des préférences dont vous ne connaissez pas l'origine. Tout cela, produit par ces micro-gestes du cerveau, ces processus invisibles qui travaillent sans relâche, tissant en silence la toile de votre expérience. Laissez maintenant votre attention se relâcher encore plus. Sentez comment votre esprit dérive naturellement, comment les pensées viennent et repartent, comment le cerveau continue son travail silencieux même pendant que vous vous enfoncez dans le repos. Vous n'avez rien à faire, rien à contrôler, le cerveau s'occupe de tout en arrière-plan, dans l'ombre. L'inconscient cognitif. Il existe dans votre esprit un vaste territoire que vous ne visitez jamais. Un domaine immense, peuplé de souvenirs, de connaissances, de schémas, de règles, d'associations, mais auquel vous n'avez pas accès direct. C'est ce qu'on appelle l'inconscient cognitif. Ce n'est pas l'inconscient freudien, ce réservoir de désirs refoulés et de conflits psychiques. C'est quelque chose de plus fondamental, de plus neutre. C'est simplement l'ensemble des processus mentaux qui opèrent en dehors de la conscience, qui influencent nos pensées et nos comportements sans que nous le sachions. Prenons la mémoire. Vous possédez deux types de mémoire très différents. La mémoire explicite, celle dont vous avez conscience, les souvenirs que vous pouvez rappeler volontairement, raconter, décrire, le visage de votre premier professeur, le goût de votre plat préféré, les paroles d'une chanson, et la mémoire implicite, celle qui opère dans l'ombre, qui guide vos gestes, qui colore vos perceptions, qui façonne vos réactions, sans jamais se manifester clairement. La mémoire implicite, c'est savoir faire du vélo sans pouvoir expliquer comment. C'est reconnaître instantanément un visage sans se souvenir où vous l'avez vu. C'est ressentir un malaise dans un lieu sans savoir pourquoi. Ces souvenirs existent, influencent votre comportement, mais restent invisibles, inaccessibles à l'introspection. Un exemple frappant vient des études sur l'amorçage. On montre à des participants une liste de mots rapidement, trop rapidement pour qu'ils aient le temps de les mémoriser consciemment. Ensuite, on leur demande de compléter des fragments de mots, par exemple les lettres S, O, L, U, E, I, L. Ceux qui ont vu le mot sommeil dans la liste initiale sont beaucoup plus susceptibles de compléter le fragment avec sommeil plutôt qu'avec d'autres possibilités comme soupirail. Ils ne se souviennent pas avoir vu le mot, mais leur cerveau l'a enregistré et cette trace invisible influence leur comportement. Cet effet d'amorçage fonctionne avec tout. Des concepts, des émotions, des comportements. Des études ont montré que si on expose des gens à des mots liés à la vieillesse, comme ride, retraite, oubli, même brièvement et de manière subliminale, ils marchent ensuite plus lentement en sortant de la salle d'expérience. Sans en avoir conscience, sans comprendre pourquoi, leur corps adopte un comportement associé au concept amorcé. Ces phénomènes révèlent à quel point notre comportement est influencé par des processus dont nous n'avons pas conscience. Nos choix, nos préférences, nos réactions ne sont pas aussi libres et rationnels que nous le croyons. Ils sont façonnés par une multitude de facteurs invisibles, des expériences passées dont nous ne nous souvenons pas, des associations apprises sans le savoir, des patterns intériorisés au fil du temps,
l'inconscient cognitif joue aussi un rôle crucial dans l'apprentissage. Quand vous apprenez quelque chose de nouveau, au début, cela demande beaucoup d'attention consciente. Chaque étape doit être pensée, délibérée. Pensez à la première fois que vous avez conduit une voiture. Vous deviez penser à chaque action, tourner le volant, appuyer sur les pédales, regarder les rétroviseurs, changer de vitesse. Tout demandait concentration. Mais avec la pratique, ces actions deviennent automatiques. Elles migrent vers l'inconscient cognitif. Et vous pouvez conduire sans y penser, en écoutant la radio, en conversant, l'esprit ailleurs. Ce processus s'appelle l'automatisation. L'automatisation libère de la capacité cognitive, permet au cerveau de traiter plusieurs tâches simultanément, de se concentrer sur ce qui est nouveau et imprévu plutôt que sur ce qui est routinier. Mais elle a aussi un coût. Une fois qu'un comportement est automatisé, il devient difficile de le modifier. Il échappe au contrôle conscient. Il s'exécute malgré vous. C'est pourquoi les mauvaises habitudes sont si difficiles à changer. Elles sont devenues inconscientes. Elles se déclenchent automatiquement en réponse à certains signaux, sans que vous ayez le temps d'intervenir. L'inconscient cognitif contient aussi ce qu'on appelle des schémas, des structures mentales qui organisent votre connaissance du monde, qui vous permettent de comprendre rapidement les situations, de prédire ce qui va se passer, de réagir de manière appropriée. Par exemple, vous avez un schéma pour restaurant qui inclut des éléments comme menu, serveur, commander, manger, payer, sortir. Quand vous entrez dans un restaurant, ce schéma s'active automatiquement. Vous savez quoi faire, quoi attendre, comment vous comporter sans avoir à y réfléchir explicitement. Ces schémas sont incroyablement utiles. Ils permettent au cerveau de traiter l'information plus efficacement, de ne pas avoir à réinventer la roue à chaque fois, de naviguer dans un monde complexe avec une relative facilité. Mais ils peuvent aussi nous tromper, parce qu'ils simplifient, généralisent, catégorisent, et parfois, la réalité ne correspond pas au schéma. C'est ainsi que naissent les stéréotypes, les préjugés, les biais cognitifs, des raccourcis mentaux inconscients qui influencent notre jugement sans que nous nous en rendions compte. L'inconscient cognitif génère aussi des pensées fantômes, des intuitions basées sur des patterns que le cerveau a détectés mais que vous ne pouvez pas articuler, des pressentiments dont vous ne connaissez pas l'origine, des jugements instantanés qui précèdent tout raisonnement conscient. Vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et immédiatement, vous ressentez soit de la confiance, soit de la méfiance, sans savoir pourquoi. C'est votre inconscient cognitif au travail, analysant des centaines d'indices subtils, le langage corporel, le ton de la voix, les micro-expressions, et produisant une évaluation globale qui émerge dans la conscience comme un sentiment. Parfois, ces intuitions sont remarquablement justes. Le cerveau est incroyablement doué pour détecter des patterns, même complexes, même subtils, et l'inconscient peut capter des régularités que la pensée consciente ne remarquerait jamais. Mais parfois, ces intuitions nous trompent, parce qu'elles sont basées sur des expériences passées qui ne s'appliqueraient pas à la situation présente, parce qu'elles reflètent des biais, parce qu'elles surinterprètent des coïncidences. Alors que vous vous enfoncez plus profondément dans le repos, peut-être commencez-vous à percevoir l'ampleur de ce territoire inconscient. Tout ce qui se déroule dans l'ombre de votre esprit, tous ces processus silencieux, toutes ces influences invisibles qui façonnent votre expérience sans que vous le sachiez. Et peut-être cela vous aide-t-il à comprendre pourquoi les pensées surgissent comme elles le font, pourquoi votre esprit dérive dans certaines directions, pourquoi certaines idées reviennent sans cesse. Oh, elles émergent de cette vaste machinerie inconsciente, de cet océan profond qui ne cesse jamais de bouger, même quand la surface semble calme. Les murmures intérieurs. Il existe un état particulier de l'esprit, une zone frontière entre veille et sommeil, où les pensées prennent une qualité étrange,
ni tout à fait consciente, ni tout à fait onirique, flottant dans une sorte de brume mentale, des fragments, des impressions, des voix intérieures qui murmurent dans le crépuscule de la conscience. C'est l'état hypnagogique, ce moment de transition quand vous commencez à vous endormir, ou l'état hypnopompique, son équivalent au réveil. Dans ces états, le cerveau change de mode, les systèmes d'attention se relâchent, la logique ordinaire s'assouplit et d'autres formes de pensée émergent. Les pensées hypnagogiques sont souvent fragmentaires, des images isolées qui apparaissent brièvement, un visage, un paysage, un objet, sans contexte, sans narration, des phrases qui surgissent, parfois absurdes, parfois poétiques, des mots qui s'assemblent selon une logique qui n'est pas celle du langage ordinaire, des sensations étranges, l'impression de tomber, de flotter, de se dissoudre. Ces phénomènes sont universels, presque tout le monde les a expérimentés à un moment ou un autre. Pourtant, ils restent mystérieux, difficiles à étudier, éphémères, s'évanouissant dès qu'on tente de les saisir. Dans l'état hypnagogique, le cerveau commence à produire des ondes θ, ces ondes lentes qui caractérisent le sommeil léger et la rêverie profonde. Le cortex préfrontal, cette région responsable du contrôle exécutif, de la planification, de la pensée critique, commence à se désactiver. En même temps, d'autres régions deviennent plus actives, notamment celles impliquées dans l'imagerie visuelle, dans les émotions, dans la mémoire. Le résultat est un état mental particulier, où les barrières habituelles s'effondrent, où l'inconscient peut s'exprimer plus librement, où les associations deviennent plus fluides, plus créatives, plus étranges. C'est dans cet état que surviennent parfois les hallucinations hypnagogiques, des expériences perceptives vivides mais sans objet externe. Vous voyez des patterns géométriques, des formes colorées qui dansent, des visages qui se transforment, des scènes qui se déploient comme dans un rêve. Vous entendez des voix, votre nom prononcé clairement, des fragments de conversation, des sons impossibles. Vous ressentez des présences, l'impression que quelqu'un est là, dans la pièce, alors que vous êtes seul. Ces hallucinations peuvent être déconcertantes, surtout la première fois, mais elles sont parfaitement normales. Le cerveau, dans cet état de transition, génère des signaux sensoriels sans stimulus externe. Il rêve déjà à moitié, même si vous n'êtes pas encore complètement endormi. L'état hypnagogique est aussi le moment où surviennent les sursauts hypniques. Cette sensation soudaine de chute, accompagnée d'une contraction musculaire brusque qui vous réveille à moitié. Presque tout le monde connaît cette expérience, désagréable mais inoffensive. Les scientifiques ne sont pas totalement certains de la cause, mais l'explication la plus acceptée est que pendant que les muscles se relâchent, progressivement, le cerveau interprète mal ce relâchement, le confond avec une perte d'équilibre et déclenche un réflexe de rattrapage, une erreur d'interprétation, un glitch dans la transition entre veille et sommeil. Mais au-delà de ces phénomènes spectaculaires, c'est la qualité générale de la pensée qui change dans l'état hypnagogique. Les pensées deviennent plus passives, moins dirigées. Vous ne pensez plus activement. Vous assistez à un flux mental qui s'écoule tout seul, comme un ruisseau que vous regarderiez couler. Et dans ce flux apparaissent parfois des idées surprenantes, des connexions inattendues, des insights créatifs. De nombreux artistes et scientifiques ont rapporté avoir eu leurs meilleures idées dans cet état de demi-sommeil. Thomas Edison avait une technique particulière. Il s'asseyait dans un fauteuil en tenant une bille d'acier dans sa main, au-dessus d'une assiette métallique. Quand il commençait à s'endormir, sa main se relâchait, la bille tombait, le bruit le réveillait, et il notait immédiatement les pensées qu'il venait d'avoir. Il appelait cela « pêcher dans les eaux du sommeil ». Salvador Dali
utilisait une méthode similaire, s'endormant avec une clé à la main, qui tombait dans une assiette quand le sommeil le gagnait. Il cherchait à capturer ces images oniriques, ces visions surréalistes qui émergeaient à la frontière de la conscience. Pourquoi l'état hypnagogique favorise-t-il la créativité ? Parce que le contrôle conscient se relâche, les filtres habituels s'affaiblissent, les associations deviennent plus libres. Des idées qui semblaient incompatibles peuvent soudain se connecter, des concepts éloignés peuvent se rapprocher, des solutions inattendues peuvent émerger. C'est ce qu'on appelle la pensée divergente, cette capacité à explorer de multiples possibilités, à sortir des chemins battus, à imaginer l'improbable. Et elle s'épanouit dans cet état de conscience relâchée où l'esprit n'est plus contraint par la logique stricte du monde éveillé. Mais l'état hypnagogique est aussi un moment de vulnérabilité. C'est là que peuvent surgir des pensées anxieuses, des préoccupations, des ruminations. Quand vous essayez de vous endormir et que l'esprit refuse de se taire, c'est souvent parce que dans ce relâchement du contrôle, les pensées que vous avez évitées pendant la journée remontent à la surface. Les soucis non résolus, les émotions refoulées, les questions sans réponse, tout ce que vous avez mis de côté, tout ce que vous avez ignoré. Dans le silence de la nuit, dans ce moment où il n'y a plus rien pour distraire, elles réapparaissent, insistantes. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'insomnie est si frustrante. Vous voulez dormir, mais votre esprit ne veut pas se taire. Il continue à produire des pensées fantômes qui tournent en boucle, qui grossissent dans l'obscurité. Et plus vous essayez de les arrêter, plus elles persistent, parce que l'effort même de les contrôler les renforce, les maintient dans la conscience. Les traditions méditatives enseignent une approche différente. Ne pas lutter contre les pensées, ne pas essayer de les arrêter, simplement les observer, les laisser passer. Reconnaître qu'elles ne sont que des événements mentaux, des vagues temporaires qui viennent et repartent. En renonçant à les contrôler, en cessant de lutter, paradoxalement, elles perdent de leur pouvoir, elles s'apaisent d'elles-mêmes. Maintenant, peut-être êtes-vous vous-même dans cet état hypnagogique. Votre attention dérive, les mots que vous entendez se mêlent à vos propres pensées, les frontières deviennent floues. Vous n'êtes plus tout à fait certain si vous êtes éveillé ou si vous commencez à rêver. Et c'est parfait. Laissez cet état s'installer, laissez les pensées fantômes flotter librement, laissez les murmures intérieurs se faire de plus en plus doux. Vous glissez doucement, imperceptiblement, vers un sommeil paisible. Les étincelles créatives. Il arrive parfois qu'une idée surgisse de nulle part, brillante, inattendue, parfaite. Un moment d'illumination soudaine où une solution apparaît alors que vous ne cherchiez même plus, où une connexion se fait entre des choses qui semblaient sans rapport. Les Grecs anciens appelaient cela l'Eureka, ce cri de joie d'Archimède jaillissant de son bain, ayant soudainement compris comment mesurer le volume d'un objet irrégulier. Ces moments de créativité spontanée, ces insights qui semblent venir d'ailleurs, sont parmi les pensées fantômes les plus précieuses. Comment naissent-ils, ces moments d'inspiration ? Pendant longtemps, on a cru que la créativité était quelque chose de mystérieux, d'inexplicable, un don des muses, une visite de l'esprit. Mais les neurosciences commencent à révéler les mécanismes sous-jacents, à comprendre comment le cerveau génère ces éclairs de génie. La créativité, il semble, repose largement sur l'association, sur la capacité à connecter des idées qui ne sont pas habituellement liées, à voir des relations cachées, à combiner des éléments de manière nouvelle. Et cette capacité d'association, elle s'épanouit justement quand le contrôle conscient se relâche, quand l'esprit erre librement, quand les pensées peuvent vagabonder sans direction précise. Des études ont montré que les moments d'insight créatif s'accompagnent d'un pattern cérébral particulier. Juste avant l'Eureka,
il y a une brève augmentation des ondes alpha dans le cortex occipital, suivie d'une décharge soudaine d'ondes gamma dans le cortex temporal droit. Cette décharge gamma, d'une durée d'un tiers de seconde, marque le moment précis où la solution émerge dans la conscience. C'est comme si différentes parties du cerveau, qui travaillaient indépendamment sur différents aspects du problème, se synchronisaient soudainement, et que leur synchronisation produisait la réponse. Mais avant ce moment, il y a souvent une période d'incubation. Vous travaillez sur un problème, vous cherchez une solution, vous essayez différentes approches et rien ne fonctionne, vous êtes bloqué. Alors vous abandonnez, vous passez à autre chose, vous allez vous promener, vous prenez une douche, vous vous endormez. Et c'est là, quand vous ne pensez plus au problème, que la solution apparaît. Ce phénomène s'appelle l'incubation. Le cerveau continue à travailler sur le problème en arrière-plan, sans que vous en ayez conscience, explorant différentes possibilités, testant différentes combinaisons, cherchant des patterns, et parfois, il trouve. La solution émerge alors dans la conscience, soudainement, accompagnée de cette sensation caractéristique de certitude, de « bien sûr, c'est évident ». Pourquoi l'incubation fonctionne-t-elle ? Plusieurs raisons. D'abord, quand vous arrêtez de vous concentrer consciemment sur le problème, vous cessez aussi de vous enfermer dans une approche particulière, dans un cadre mental rigide. La fixation fonctionnelle, cette tendance à voir les choses d'une seule manière, se dissipe. Votre esprit devient plus flexible, plus ouvert à des solutions non conventionnelles. Ensuite, pendant que votre attention consciente est occupée ailleurs, le réseau du mode, par défaut, s'active. Ce réseau, celui-là même qui génère les pensées errantes, celui qui travaille quand vous ne faites rien de particulier, il est particulièrement doué pour faire des associations distantes. Il connecte des souvenirs, des concepts, des expériences qui ne sont pas directement liées, créant des liens inattendus, des combinaisons nouvelles. Et parfois, l'une de ces combinaisons produit exactement la solution que vous cherchiez. Il y a aussi le rôle du sommeil. Le sommeil, loin d'être une simple période de repos, est un moment d'intense activité mentale. Le cerveau rejoue les expériences de la journée, consolide les souvenirs, réorganise les informations, établit de nouvelles connexions. Et c'est pendant cette réorganisation nocturne que peuvent émerger des insights créatifs. Des études ont montré que le sommeil améliore significativement la résolution de problèmes créatifs. Des participants qui dorment entre 2 tentatives de résolution d'un problème sont beaucoup plus susceptibles de trouver la solution que ceux qui restent éveillés pendant le même laps de temps. Le sommeil REM, celui où nous rêvons le plus intensément, semble particulièrement important pour la créativité. Pendant le sommeil REM, le cerveau fait des associations inhabituelles, combine des éléments de manière bizarre et surréaliste, exactement le genre de pensée qui peut mener à des découvertes créatives. Les rêves eux-mêmes sont parfois une source d'inspiration. De nombreux artistes et scientifiques ont rapporté avoir trouvé des idées importantes dans leurs rêves. Le chimiste Auguste Kekulé aurait découvert la structure cyclique du benzène après avoir rêvé d'un serpent se mordant la queue. Paul McCartney a dit que la mélodie de Yesterday lui est venue dans un rêve, complètement formé, au point qu'il pensait l'avoir entendue ailleurs. Mary Shelley a conçu l'histoire de Frankenstein dans un rêve lors d'un été pluvieux en Suisse. Ces anecdotes, vraies ou embellies, illustrent quelque chose de réel. Le cerveau endormi, libéré des contraintes de la logique éveillée, peut explorer des territoires mentaux que la conscience ordinaire ne visite jamais. Il peut faire des sauts créatifs, des associations impossibles, qui parfois, très rarement, produisent quelque chose de valeur. Mais la créativité ne dépend pas seulement de ces moments d'inspiration spontanée. Elle nécessite aussi du travail préparatoire, des connaissances, de l'expérience, de la discipline.
L'insight soudain ne surgit pas du vide. Il émerge d'un esprit qui a déjà longuement réfléchi au problème, qui possède les outils conceptuels nécessaires, qui a exploré le domaine en profondeur. Comme l'a dit Louis Pasteur, le hasard ne favorise que les esprits préparés. La pensée créative, c'est un équilibre délicat entre effort et relâchement, entre concentration et divagation, entre analyse et intuition. Trop de contrôle conscient et l'esprit devient rigide, bloqué dans des patterns familiers, incapable de voir au-delà de l'évident. Trop peu de contrôle et les pensées s'éparpillent, deviennent chaotiques, ne mènent nulle part. Les moments les plus créatifs se situent dans cette zone intermédiaire où l'esprit est à la fois actif et détendu, concentré mais pas tendu, ouvert mais pas dispersé. Et maintenant, alors que vous dérivez vers le sommeil, peut-être que votre propre esprit entre dans cette zone, un état où les pensées peuvent s'associer librement, où les frontières s'estompent, où l'impossible devient possible. Qui sait quelles idées germent dans votre esprit en ce moment, quelles connexions se forment, quelles solutions s'élaborent dans l'ombre. Peut-être que demain matin, vous vous réveillerez avec une idée nouvelle, un projet, une vision, sans savoir exactement d'où elle vient. Ce sera un cadeau de votre esprit nocturne, une étincelle créative, une pensée fantôme devenue lumière. Nous voici maintenant au terme de ce voyage, à travers les pensées fantômes, ces murmures intérieurs qui traversent l'esprit sans qu'on les invite, ces idées qui surgissent des profondeurs, ces fragments de conscience qui dérivent comme des nuages. Vous avez exploré les mécanismes invisibles de votre propre esprit, les processus automatiques qui génèrent sans cesse des pensées, l'inconscient cognitif qui façonne vos réactions, les états de conscience où les frontières s'estompent, ces moments où l'inspiration naît du relâchement. Et peut-être comprenez-vous maintenant que vous n'êtes pas vos pensées, que ces fantômes qui traversent votre conscience ne vous définissent pas, qu'ils ne sont que des phénomènes, des vagues, passagères sur l'océan de votre esprit. Laissez maintenant ces pensées se faire de plus en plus douces, de plus en plus lointaines, comme des voix qui s'éloignent, comme une lumière qui décroît. Votre respiration est lente, profonde, régulière, votre corps s'enfonce dans le repos, lourd, immobile, paisible. Les pensées fantômes continuent peut-être de dériver, mais elles ne vous dérangent plus, elles passent, silencieuses, sans importance, comme des ombres projetées sur un mur. Et vous glissez doucement, imperceptiblement vers ce territoire sans pensée, vers ce silence intérieur, vers le sommeil qui vous attend. Si ce voyage dans les profondeurs de l'esprit vous a accompagné, si ces explorations nocturnes résonnent en vous, vous pouvez soutenir Sommeil en Savoir en vous abonnant à la chaîne. Et maintenant, laissez-vous aller complètement. Abandonnez-vous au repos, aux rêves qui viendront, aux pensées fantômes qui danseront dans votre sommeil. Dormez bien et que la nuit vous berce doucement dans ses bras silencieux.